Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme, cette semaine, elle sort exceptionnellement de son silence pour défendre son mari. Melania Trump a tenté cette semaine de dépeindre une toute autre image du candidat républicain. Son époux qui peut compter sur sa famille, un clan extrêmement soudé, vous le verrez. Elle aussi n'est pas épargnée par les scandales. À moins de 3 semaines du vote, Hillary Clinton se retrouve dans le viseur de Wikileaks. Que faut-il retenir de l'affaire des emails? Décryptage à suivre dans quelques instants avec Antoine Mariotti. Et puis, ils vont tenter prochainement de rallier l'Amérique. Des migrants haïtiens sont actuellement bloqués à la frontière mexicaine. Ils fuient une île régulièrement frappée par les catastrophes, victime aussi d'une grave crise politique et économique. Mais tout d'abord, vous l'aurez compris donc, elle tient plus que jamais l'Amérique en haleine, la course à la Maison-Blanche et la campagne qui s'accélère. Cette semaine encore, les scandales ont la part belle. Pour défendre son mari, Melania Trump est finalement sortie de son silence. L'épouse du candidat républicain dit certes ne pas être toujours d'accord avec la forme employée par son mari, mais celui-ci serait à l'entendre presque un défenseur de la cause féminine. Ces déclarations, si elles peuvent parfois prêter à sourire, sont une véritable marque de fabrique du camp Trump. Pendant toute la campagne, le milliardaire s'est appuyé sur cette famille toujours prête à vanter ses mérites. Melania Trump sort du silence et défend son mari. Dans une interview diffusée lundi, elle affirme n'avoir jamais entendu Donald tenir des propos sexistes. Pour elle, la cassette qui a fait scandale était une conversation entre hommes datant de 2005 et révélée au public dans le seul but d'affaiblir le candidat 3 semaines avant l'élection. Ces propos étaient inappropriés et m'ont beaucoup offensée. Il s'en est excusé. Mon mari est gentil, c'est un gentleman. Il est bon pour les femmes. Il les pousse jusqu'à leur meilleur niveau. Même son de cloche chez les filles du milliardaire, qui le présente comme le meilleur des pères. La façon dont il a élevé Tiffany et moi montre bien qu'il croit aux femmes. Il leur fait confiance, il les encourage. La famille nombreuse de Donald Trump est son meilleur atout. À la fin de chaque meeting, il l'a fait monter sur scène devant un public conquis. Épouse, enfants, beau-fils et belle-fille, tout cela pour chanter ses louanges. Mon père est si sympa, si attentif, si drôle et si authentique. Je connais mon père et je sais que quand on lui dit que quelque chose est impossible, il le rend possible. 5 enfants issus de 3 mariages. Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany et Barron. Dans l'émission de télé-réalité qu'animait leur père, les 2 aînés sont déjà à ses côtés pour juger les concurrents. Ivanka, quel est ton avis? Ah, vous êtes tous les deux formidables. Au dernier étage de la tour Trump, chacun a son bureau et chacun a le titre de vice-président. Passés par les universités les plus huppées du pays, ils ont très vite été enrôlés dans l'empire paternel. Ici, Ivanka assure la promotion d'un bâtiment qu'elle a acquis à Washington et qu'elle transforme en hôtel de luxe. La verrière va être complètement remplacée, ce sera un vrai puits de lumière. Elle a aussi embauché le patron de l'hôtel, un Français. Tout ce que vous voyez, des chandeliers ou le canapé, Ivanka a vraiment un œil pour le design. Et il n'y a absolument rien que vous allez voir dans ce building qui n'a pas été revu par elle. Les enfants incarnent tout ce que le père n'est pas, mesuré, contrôlé, aucun écart de langage et surtout un soutien sans faille qui fait la fierté du chef de famille. Votre famille joue quel rôle dans la campagne? Ils travaillent tous dur, je peux vous le dire. Il a impliqué sa famille depuis le premier jour. Ses fils, ses filles, sa femme, ses ex-femmes, tout le monde joue un rôle. Le clan Trump assiste en coulisses à tous les débats télévisés. En cette fin de campagne agitée, sa famille fait bloc derrière lui. Un clan qui n'hésite pas à véhiculer les pires accusations. En chute libre dans les sondages, Donald Trump et sa garde rapprochée viennent de sortir un nouveau scandale du chapeau, celui de la fraude. Le candidat républicain accuse effectivement le camp démocrate de truquer l'élection, de faire même voter les morts, ce qui lui a valu une cinglante réplique de Barack Obama, le président américain, qui conseille désormais aux milliardaires d'arrêter de pleurnicher, je le cite, et de discréditer le vote du 8 novembre. Vous l'aurez compris, dans cette bataille, toujours
tous les coups, ou presque, sont permis. Un jeu qui n'épargne pas la candidate démocrate. Wikileaks, qui avait promis de nouvelles révélations sur l'élection américaine, a de nouveau frappé. Devinez qui est visé, c'est Hillary Clinton, via une publication de série d'emails compromettants que vous avez épluchés et décryptés pour nous. Antoine Mariotti, bonjour. Bonjour. Ces correspondances, alors on est loin du scandale du siècle que certains annonçaient, mais cela est suffisamment embarrassant tout de même pour Hillary Clinton. Oui, il y a toute une série de petites révélations. Alors ce sont des emails de John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Certains sont adressés à la candidate, mais elle n'en a écrit aucun, donc c'est bien sa messagerie à lui qui a été piratée. Et ce qui a provoqué le plus de crispation dans ces milliers de mails, ce sont ces discours tenus par Hillary Clinton devant les plus grandes entreprises de Wall Street. On est en 2013, Hillary Clinton vient de quitter le département d'État et elle donne donc plusieurs conférences payées, très bien payées même. Il n'y a ni caméra, ni journaliste. Et voici ce qu'elle dit dans un compte-rendu qui est fait par mail par l'un de ses conseillers, qui est révélé par Wikileaks. Faire de la politique, c'est comme fabriquer une saucisse. C'est infect et ça l'a toujours été, mais nous arrivons généralement à nos fins. Mais si tout le monde assiste, vous savez, à toutes les négociations et tous les accords en coulisses, les gens deviennent un peu nerveux, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc vous avez besoin d'avoir à la fois une position publique et une position privée. Et ça, Elisabeth, c'est exactement ce que lui reprochent ses adversaires, ce que lui reprochent de très nombreux Américains et ce que lui reprochait déjà Barack Obama en 2008. C'est de changer d'avis selon les circonstances, de manquer de sincérité. Ces emails, ils révèlent notamment son manque de constance sur la question du libre-échange. Et Hillary Clinton dit aussi que la finance, que Wall Street, elle a mieux à même de s'autoréguler elle-même, le contraire de ce qu'elle prône dans sa campagne. Effectivement, elle a promis de les mettre au pas si elle était élue. Est-ce qu'il y a des doutes, Antoine, sur l'origine de ces emails ? Le camp Clinton ne dément pas, ou plus en tout cas, l'authenticité de ces mails. Mais il accuse, et la Maison-Blanche aussi accuse directement le camp Trump, mais aussi la Russie d'être derrière ce piratage, ce vol de documents. Moscou, avec qui, on le sait, Donald Trump est beaucoup plus conciliant que ne l'est Hillary Clinton. Et d'ailleurs, Julian Assange, à la tête de Wikileaks, a promis que l'ensemble de ces révélations sortirait avant le jour J, avant le 8 novembre. Exactement, et c'est bien pour ça que le camp Clinton l'accuse de rouler pour Donald Trump. Wikileaks avait promis des révélations fracassantes pour son 10e anniversaire. C'est sur Hillary Clinton que c'est tombé, et presque tous les jours, le site dévoile de nouveaux mails écrits et reçus par son directeur de campagne. Est-ce que ça peut, Antoine, pour autant faire vaciller la campagne ? C'est une épine dans le pied d'Hillary Clinton, clairement. Et on voit bien le camp républicain, Donald Trump en tête, essayer d'appuyer là-dessus, de faire en sorte qu'Hillary Clinton soit pris dans la même tourmente médiatique qu'il ne l'a été lui-même il y a quelques jours après ses propos obscènes et sexistes. Mais même si on parle de ces mails, même si certaines déclarations, on vient de le voir, sont assez gênantes, il faut parler franchement, on voit bien que pour l'instant, la mayonnaise, elle ne prend pas. Et ce sont ses conseillers, Hillary Clinton, qui s'expriment dans ces mails. Ce n'est pas elle. Le Wall Street Journal dit clairement la grande absente de ces mails, c'est Hillary Clinton elle-même. Et le Los Angeles Times, le grand quotidien de la côte ouest américaine, résume assez bien pour conclure en disant, vous le voyez, qu'il n'y a aucune révélation majeure. Hillary Clinton, telle qu'elle apparaît dans ces pages, écrit le Los Angeles Times, c'est la même que celle que vous aimez, que vous tolérez ou que vous détestez déjà. Rien de bien nouveau sous le soleil, en somme. Et on n'a plus qu'à attendre la prochaine polémique. Voilà pour la carte scandale. Merci à vous, Antoine, pour l'éclairage. Revenons-en aux enjeux de cette campagne. Pour tout comprendre de ces problématiques, je vous renvoie à notre dernier web documentaire que nous vous proposons cette semaine sur notre site www.france24.com. Dont Texas I-35, c'est son nom. Notre équipe a parcouru l'autoroute I-35 à la rencontre des Américains, divers profils, diverses attentes aussi filmées. C'est la spécificité de ce document. Vous le voyez, à 360 degrés. La semaine dernière, nous vous parlions d'Haïti après le passage de Matthew. 2 semaines après, l'île s'est clairement retroussé les manches et a commencé à reconstruire. Mais l'aide internationale est encore trop faible. C'est ce qu'a déploré le week-end dernier Ban Ki-moon, le patron de l'ONU. Régulièrement frappé par des cyclones, des séismes aussi, les Haïtiens sont également victimes d'une grave crise économique et politique. Le pays n'a plus de président depuis 1 an maintenant et certains sont allés chercher une alternative sur le continent, après avoir participé à la construction des infrastructures brésiliennes pour le mondial et les JO. Une vague de migrants font maintenant route vers le nord et l'Eldorado américain. C'est un reportage tout de suite de nos confrères de l'AFP. Regardez. Vilenda, enceinte de 6 mois, prépare la petite Dami avant de la coucher dans ce refuge Tijuana au Mexique. Elles font partie des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé ces derniers mois du Brésil jusqu'ici
dans l'espoir de traverser la frontière des États-Unis. Un périple de 3 mois, estimé à $3000. Vilenda a trouvé Dami en chemin, perdue à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica. Elle a réussi à localiser ses parents par téléphone. Ils sont encore au Costa Rica. Alors en attendant de les retrouver, elle continue la route avec la petite fille qu'elle pense âgée de 3 ans. J'ai beaucoup de gens avec moi. Alors les gens font laisser la petite fille. Moi, je n'ai plus de cœur juste pour la laisser. Je l'ai pris. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, l'essor économique et les facilités d'immigration du Brésil ont poussé beaucoup des survivants à s'y installer. Mais la crise économique et politique que subit le géant d'Amérique latine les pousse désormais à migrer ailleurs. L'État mexicain de Basse-Californie a vu le nombre d'Haïtiens qui arrivent ici passer de 30 par semaine il y a quelques mois à 200 par jour ce mois-ci. Ils stagnent ici jusqu'à pouvoir rencontrer les autorités américaines, seules capables de leur ouvrir les portes des États-Unis. Les refuges locaux sont dépassés par la situation. Tijuana est devenu un entonnoir où les gens arrivent, mais peu repartent. Bénéficiant d'aide humanitaire depuis 2010, les Haïtiens ont pu entrer avec un statut spécial aux États-Unis ces dernières années. Mais une réforme du président Obama a récemment changé la donne. Ils sont désormais considérés comme n'importe quel autre migrant sans visa et susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Nous espérons qu'une fois que cette politique sera appliquée, il y aura moins de raisons pour que les gens viennent jusqu'ici. Pour Vilenda et Dami, l'heure est arrivée. Elles traversent la frontière vers les États-Unis. Leur cas doit encore être examiné, mais elles espèrent que cette étape sera la dernière de leur voyage et que la petite fille retrouvera ici sa famille. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos.